Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Selon des analyses, les résultats de l'apprenant entretiennent un lien de dépendance étroite avec sa personnalité et son environnement social. Les apprenants ont divers traits de motivation dans leur quête d'éducation. Nous verrons dans cette émission la place de la discipline dans la recherche d'un bon rendement scolaire. Nous sommes avec Emma Afatiao, directrice du cours secondaire méthodiste de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Alors la question, elle est de te poser, quelle est l'importance de la discipline au sein d'un établissement scolaire et son impact, bien entendu, sur la qualité des résultats. Ok, merci infiniment pour cette préoccupation. À côté du travail, il faut d'abord la discipline. C'est un élément capital pour pouvoir travailler et avec le corps enseignant et avec les enfants. Alors comment on perçoit cette discipline en termes de définition, aussi simplement? Dans la société générale, oui. Je vais donner juste un exemple. Allez-y. En termes de responsabilité dans une entreprise, quand les employés sont indisciplinés, je ne sais pas quel chef d'entreprise qui a envie de travailler avec cet employé-là. Donc la discipline se résume en une situation où l'apprenant accepte de s'abaisser pour recevoir du maître. Des instructions, donc, des orientations. des instructions, des ordres des et tout. Donc quand on parle de discipline, il faut voir le maître et le disciple. Le disciple. Donc il y a un maître, il y a un disciple qui accepte de suivre les consignes, toutes sortes de consignes du maître. Et le fait d'accepter ces consignes-là, on parle de discipline. Donc, une personne qui est disciplinée accepte d'être un disciple de celui qui lui donne l'instruction. C'est pourquoi, quand il y a des indisciplinés, on parle de les traduire en conseil de discipline. Oui, de les traduire en conseil de discipline, de les punir, de les sanctionner, juste pour rappeler à l'enfant qu'il n'est pas un individu quelconque, mais il doit être un disciple. Oui. Donc, il doit organiser son travail et même son intelligence pour suivre les instructions. Mais de façon générale, quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte de cette discipline ou pour contraindre l'apprenant à rentrer dans les rangs? Pour contraindre, je vais partir un peu, étant enseignant d'histoire, remonter un peu avec l'historique de la notion de punition. Okay. On a des chercheurs et des psychologues en la personne de John Locke, un Britannique, qui a réfléchi sur les différents types de punitions en milieu scolaire. Et au Moyen-Âge, il faut rappeler que dans l'Égypte antique, avant le Moyen-Âge, l'instruction était accompagnée de punitions. Okay. Pour dire simplement qu'en Afrique, à côté de l'instruction, il y a la punition pour contraindre le disciple à s'aligner. Oui. Et quand on a évolué dans les recherches, il y a le Suisse Jean Piaget qui a demandé à ce qu'on cherche à comprendre les types d'intelligence et d'enfants qu'on avait en face pour éviter de sanctionner, parce qu'à la longue, la sanction détruit. L'enfant désapprend puisqu'il est un peu torturé pour des choses qu'il ne souhaite pas apprendre. Jean Piaget propose qu'on apprenne à connaître la théorie du développement cognitif. C'est un peu ce qu'il a développé. Il présente l'évolution de l'enfant. On a 4 types d'évolution de l'enfant et à travers ces types d'évolution, on applique la sanction qui va avec. Donc, dans l'évolution de l'enfant, on a d'abord la période de 0 à 2 ans où on parle de période sensorimotrice. L'enfant, il met tous ses sens en éveil pour essayer d'apprendre et généralement, on les retrouve à la maternelle. Il y a la deuxième période, la période préparatoire entre 2 et 7 ans où l'enfant vraiment il est focalisé sur lui-même, un peu égoïste, égocentrique et tout lui appartient, il n'aime pas partager. Il y a la période concrète entre 7 et 12 ans où l'enfant aime les défis. Ça, ce sont nos élèves de 6e. Il aime la concurrence et il n'a pas peur des sanctions à cet âge-là. Celui qui est faible, il en a honte. Parce qu'il n'arrive pas à relever des défis. Et quand on propose une sanction, c'est comme si c'est un moteur pour le booster un peu.
Et après la 4e période, la période des opérations formelles, après 12 ans, où l'enfant quand même arrive à réaliser, à donner une forme aux choses abstraites. À ce moment-là, l'enfant est disposé pour comprendre un peu des choses telles que la philo, les évaluations, où il est appelé à rédiger, à produire capacité de raisonnement. Voilà, à raisonner et à faire des productions écrites en fait. Donc quand on comprend l'évolution de l'enfant, en principe, on devrait savoir. Voilà, on peut appliquer une sanction. Sinon, on risque de détruire l'enfant. Il ne faut pas sanctionner pour sanctionner. Voilà, il ne faut pas sanctionner pour sanctionner. Et il faut proposer à chaque période une sanction qui va avec. Et l'enfant qui est sanctionné ne doit même pas comprendre que c'est une sanction. Il doit plutôt comprendre qu'il doit apprendre mieux. Oui. Donc, voici un peu l'objectif de la sanction. Très bien. Parlons du rapport de l'élève, de l'apprenant à l'enseignant. C'est un rapport dans lequel l'enseignant est le maître, est l'instructeur, et à un niveau de respect de plus en plus aujourd'hui. Est-ce qu'on trouve des apprenants totalement soumis? Quand on a vu dans certains pays, notamment la Côte d'Ivoire, où à l'approche des congés, certains s'étaient donné librement des congés. Qu'est-ce que vous dites à ce niveau? Merci pour la question. En réalité, c'est une grosse difficulté pour les enseignants. Et comme on avait déjà établi les différentes responsabilités, cette responsabilité incombe aux enseignants. L'élève, dans sa croissance, quand il vraiment maîtrise l'enseignement, a l'objectif de ressembler à son maître, à son enseignant. Et donc, il crée cette atmosphère-là pour s'approcher et échanger. Généralement, ce sont les élèves qui créent le rapprochement, généralement. Quand l'encadreur crée le rapprochement, il fait l'effort d'établir des balises. Ouais. Et l'enseignant qui va au-delà de certaines limites est un enseignant irresponsable. Nous parlons de limites quand l'enseignant sort du cadre de l'école avec des enfants pour apprendre autre chose, tout en rappelant que toute l'atmosphère de l'école, depuis le portail jusqu'aux salles de classe, toutes les personnes qui rentrent dans ce cadre-là doivent comprendre que l'établissement est un cadre d'apprentissage. L'enfant doit tout apprendre. L'enseignant qui vient donner l'instruction comme un maître doit aussi être capable d'apprendre. Et donc, quand il y a cette atmosphère-là, nous créons des balises autour de l'enfant pour ne pas dépasser et pour ne pas créer trop de familiarité entre l'enfant et l'enseignant. Et pour ce que je sais dans ma gestion, je rappelle cela aux enseignants que les élèves ne sont pas des amis de notre génération. C'est vrai qu'il faut être bon, ouvert, mais il faut créer des limites pour restaurer le respect. Parlons de respect, c'est d'abord l'enseignant qui doit commencer par respecter son élève. Pour que ce respect lui soit restitué. Lui revienne. Donc c'est l'enseignant qui doit respecter l'élève. Et les élèves, comme j'ai présenté, à partir de 12 ans, il n'a plus peur. Il n'a plus peur. Donc l'enseignant qui a des élèves de 4e, 3e et jusqu'en terminale, ils n'ont pas à être rigides. Et l'enfant, il est prêt à affronter. Il est prêt à affronter, mais quand l'enseignant crée un cas de respect où l'enfant est respecté et toute la classe est respectée, le chef de classe, il y a des autorités dans la classe, le chef de classe est responsabilisé. Ça, c'est pas fortuit, tout ça. Justement, c'est pas fortuit, c'est pour créer la notion de discipline, pour faire vivre la discipline aux enfants. L'enfant apprend à respecter son chef. Et le chef crée l'atmosphère pour qu'ensemble nous puissions respecter l'enseignant. Quand ce cadre-là est créé et qu'il est respecté, il n'y a vraiment pas de problème. Alors très bien, nous sommes à presque 1 minute de la fin de cette émission. Dans l'expérience que vous avez l'habitude d'avoir, les cas de gestion d'indiscipline, comment est-ce que vous arrivez à récupérer un élève, soit qui est en faute, ou un enseignant qui n'a pas eu la bonne des démarches, ou un parent qui certainement n'a pas assumé correctement sa responsabilité? Merci, ça c'est la grosse passion parce que ce que vous évoquez, ce sont de grosses difficultés et quand on arrive à les dépasser, c'est un grand plaisir. Je vais donner juste un exemple. Je rentre dans la cour, je fais le portail pour faire entrer les élèves, je rencontre une fille qui n'a pas l'aspect d'une élève. Elle a l'aspect d'une fille de nuit, avec tout l'accoutrement qui va avec, sauf que sa tenue est le bleu-blanc.
Quand on arrive à rattraper ce genre d'élèves, c'est vraiment un grand succès pour nous. Une fille qui n'est pas maîtrisée d'abord dans le milieu familial, c'est-à-dire les parents n'arrivent pas à la redresser. Et donc, elle arrive à l'école, on se demande bien si elle a passé la nuit à la maison. Ce sont des enfants que nous avons suivis de la seconde jusqu'à la terminale sans que l'enfant échoue. Et qui est admise au bac aujourd'hui redressée, sociable, aimante, et retourner dans la famille avec toute la discipline qui va. C'est ça l'éducation. Voilà, c'est ça l'éducation. Je pense qu'on n'en dira pas plus vu le temps. Voilà, merci encore d'être passé sur notre plateau. Emma Fatia, vous êtes directrice du cours secondaire méthodiste de Cocody. Avec vous, on a parlé de la discipline, voir comment la discipline peut agir sur les bons résultats scolaires. Merci d'être passé. Je vous en prie. Merci, ça a été un grand plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.